Nous avons fait récemment un sondage sur Instagram et il est ressorti que beaucoup d'entre vous regrettaient de ne pas avoir appris avant votre majorité à remplir la déclaration d'impôt. Pourquoi ça pose problème? Parce qu'on ne sait pas forcément quels documents sauvegarder, mettre de côté, on ne sait pas comment remplir correctement. Donc dans ce podcast aujourd'hui, on a envie de vous aider à dégrossir le sujet de la fiscalité en Suisse et on va vous accompagner pas à pas afin que vous compreniez quels sont les points importants pour remplir correctement sa déclaration d'impôt ou la confier à un professionnel. Voilà, donc on va aborder cette thématique par le premier point. Déjà, de manière à dégrossir un petit peu comment fonctionne la fiscalité en Suisse, peux-tu, Jenna, nous parler des différents niveaux d'imposition? On sait qu'il existe plusieurs types d'imposition. Est-ce que tu peux nous en dire plus, s'il te plaît? Oui, alors en Suisse, il y a 3 niveaux d'imposition, fédéral, cantonal et communal. Les lois fédérales fixent les règles générales et elles laissent une grande marge de manœuvre aux cantons et aux communes pour établir des règlements spéciaux. C'est pour ça qu'il y a des fois des différences d'imposition et de traitement d'un canton à l'autre. Par exemple, entre une personne qui habite à Lausanne et quelqu'un qui habiterait dans une petite commune du Jura, la façon d'imposer n'est pas la même. Par contre, au niveau du contribuable, il n'y a qu'une seule déclaration d'impôt qui va être remplie, et c'est ensuite les différentes administrations qui vont traiter et envoyer les différents impôts conformément à cette déclaration qui a été remplie. Maintenant qu'on a vu les différents niveaux, est-ce que tu peux nous expliquer comment ça marche au niveau pratique? Quel est le processus pour remplir sa déclaration d'impôt? Ce qu'il faut savoir par rapport à la déclaration d'impôt, tout d'abord, c'est que votre situation de taxation sera celle au 31-12. C'est-à-dire votre statut en tant que marié, célibataire ou autre, c'est ce qui sera repris au 31-12 pour taxer l'entier de l'année. Donc ça, c'est déjà important à savoir. Donc par exemple, si on s'est marié au mois de septembre 2020, disons, pour la taxation 2020, il faudra faire comme si on avait été marié toute l'année et pas uniquement les 3 derniers mois de l'année. C'est exactement ça. Donc ça reprend en fait toute l'année fiscale, donc du 1er janvier au 31-12 par rapport au fait à votre statut à cette date-là. D'accord, c'est exactement la même chose aussi s'il y a un divorce ou un enfant qui venait de naître ou s'il y avait un déménagement qui se passerait en cours d'année. Exactement. Après, en ce qui concerne les déménagements, il faudra quand même noter les kilomètres de votre ancien lieu d'habitation à votre lieu de travail pour ce qui concerne les frais professionnels. Super. Et du coup, c'est quand même important de savoir ça en cours d'année pour adapter ses acomptes. Si on dégrossit la situation, donc il y a voilà, votre situation en 31-12, et puis après il y a toute l'anticipation concernant les acomptes. Alors je vais juste faire une parenthèse et expliquer un petit peu comment ça fonctionne en termes de temporalité. Aujourd'hui, donc on est en 2021, on reçoit ces acomptes pour la période 2021. Les acomptes sont calculés sur votre dernière décision de taxation. La dernière décision de taxation peut être clairement différente de votre situation en 2021. C'est pourquoi il est important d'adapter ces acomptes en cas de nécessité. Arrivée d'un enfant, etc. Et si les acomptes ne sont pas adaptés par rapport à votre ancienne situation, donc la dernière taxée, il peut y avoir de grosses différences en fin d'année, en votre faveur ou en votre défaveur, ça dépend de la situation, qui peut avoir des conséquences assez lourdes si vous n'avez pas anticipé les changements ou mis à jour vos acomptes. Concrètement, ça veut dire que pour la plupart des gens, euh, ils vont avoir des acomptes 2021 qui sont basés sur la situation 2019. Oui, c'est à peu près ce qui se passe, étant donné que voilà, la situation 2020 n'est pas encore taxée pour tout le monde, étant donné que si vous avez respecté les délais, normalement vous devriez avoir reçu votre décision de taxation 2020, mais on est en mai 2021, et quand vous recevez les acomptes, vous les recevez en décembre 2020. Donc il est 90% sûr que ceux-ci ne sont pas adaptés à votre nouvelle situation. Donc par exemple, si on a un changement de situation, un changement d'emploi ou un changement de statut, qu'est-ce qu'il est possible de faire? Alors, tout simplement, quand vous recevez vos acomptes, vous avez sur le document un code qui permet de modifier directement sur le site de l'administration fiscale de votre canton. Donc, vous pouvez aller dessus et vous pouvez modifier vos acomptes en fonction de votre nouvelle situation. Si vous avez eu une augmentation de salaire, vous pouvez le prévoir, vous pouvez changer. Alors, il vous demande le revenu brut pour pouvoir
modifier ces acomptes et qu'ils soient en adéquation avec votre situation pour éviter des gros montants à rattraper une fois la décision, la taxation 2021 établie en 2022. Ouais. Donc c'est vrai qu'on peut des fois avoir des gros montants à sortir, mais on peut aussi des fois avoir le cas où c'est qu'on se serre la ceinture pour essayer de payer ses acomptes et finalement avoir une ristourne de 2000 francs, ce qui peut changer énormément pour un ménage moyen. Tout à fait. Alors c'est souvent ce qui se passe pour une grande partie des gens, notamment lorsqu'ils attendent des enfants, où vous avez toute la période congé maternité, réduction du taux pour madame, et les acomptes n'ont pas été adaptés, sont encore fixés sur une situation où les deux contribuables travaillent à 100%. Vous serrez la ceinture alors que vous avez plus de charges avec un enfant, et vous vous retrouvez en fin d'année avec un remboursement de 3-4 000 francs. Alors certes, ça fait plaisir, par contre, durant toute l'année, vous avez payé vos acomptes en plein comme deux personnes célibataires travaillant à 100%. Alors c'est très compliqué durant l'année parce que vous avez des acomptes qui sont quand même super hauts, et sachant ce que représente un enfant en termes de charges, ça peut poser problème. Donc ce que je vous conseille, c'est vraiment d'adapter ces acomptes dès le moment où vous avez une situation qui va être modifiée, qui est modifiée, une nouvelle situation simplement. Oui. Maintenant, si on revient sur le principe de la déclaration en elle-même, est-ce que tu peux un peu nous éclairer là-dessus, nous dire par exemple quels sont les délais, quels sont les documents nécessaires, etc. Alors ça dépend des cantons au niveau des délais, il y a quelques différences au niveau des cantons. Généralement, entre février et mars, ces déclarations doivent être rendues. Vous avez la possibilité de prolonger ce délai au mois de juin. Après, là aussi, spécificité des cantons. Il y a des cantons, c'est sans frais, d'autres cantons, c'est avec frais. Donc là, il faut vous référer aux différents règlements de vos cantons. Et puis, si malheureusement, d'ici juin, les déclarations ne sont pas faites, vous allez avoir des pénalités, des frais supplémentaires. Et si c'est toujours pas fait d'ici septembre-octobre, un gros supplément en fonction de ce qui aurait dû être payé. Donc c'est cette fameuse taxation d'office, où c'est qu'on a d'abord un avertissement, vous avez un délai exceptionnel qui vous est donné pour remplir dans les 30 jours, disons, et si vous ne le faites pas, vous êtes taxé d'office. C'est ça, c'est une taxation d'office. Généralement, le montant de vos revenus sont majorés. Là, c'est clair, je ne vous recommande pas d'arriver jusqu'à ce point-là. Oui, jusqu'à ce point, effectivement. Donc du coup, ils sont majorés et en plus, souvent, on n'enlève aucune déduction possible. C'est au cas par cas, mais c'est pas bon d'en arriver jusque-là. Plus souvent encore une amende et des frais qui sont mis, parce que quelqu'un qui aurait 0 d'impôt se retrouverait quand même avec les frais de retard. Oui, alors ça de toute façon. De toute façon, il y a des frais supplémentaires de sommation qui sont fixés, en plus d'une éventuelle augmentation de votre imposition. Ouais. Donc comme quoi, tarder à faire sa déclaration d'impôt, ce n'est jamais une solution gagnante. Non. Et au niveau des documents, est-ce que tu as quelque chose à dire ? Pour les documents, moi ce que je vous invite à faire, c'est d'aller sur mon site internet pour télécharger notre liste où vous avez l'entier des documents nécessaires pour pouvoir établir votre déclaration d'impôt. Ouais, c'est une très bonne idée. Comme ça, les gens ils peuvent s'en servir de checklist et puis mettre dans une fourre et puis checker au fur et à mesure qu'ils les ont. Voilà. Ça vous permet effectivement, dès que vous recevez un document au début d'année, de le mettre de côté, de viser sur cette fameuse fiche, dire ok, celui-là je l'ai, c'est tout bon, et puis de passer au suivant, sachant que vous avez quand même besoin d'un certain nombre pour effectuer vos déclarations d'impôt de la meilleure façon. Oui, ça vous évitera de passer un samedi à chercher les documents dans un tas de feuilles. En urgence, juste avant la fin du délai. La fin du délai, ouais, effectivement. Si on revient au processus de taxation, une fois qu'on a rempli sa déclaration, l'administration va nous rendre une décision de taxation. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il est important de faire ? Alors souvent, quand les contribuables ont fini leur déclaration d'impôt, ils se frottent les mains, ils se disent « Ah, c'est super, c'est terminé, cette corvée est de côté ». Et puis, ils attendent les différents documents, dont cette décision de taxation, mais qui prennent à moitié connaissance, regardent la facture, la payent et puis mettent de côté. Ce qu'il faut savoir, c'est que la décision de taxation, elle s'analyse. On doit observer effectivement ce qui a été mis, quels éléments ont été taxés, pour pouvoir, le cas échéant, contester au fait ce que l'administration fiscale a retenu, parce qu'il peut y avoir des différences entre ce qui a été saisi et ce qui a été retenu. Donc c'est important de voir que tous les éléments que vous avez saisis
ont été répercutées de manière exacte. Et puis s'il y a des corrections, en fait, de regarder la justification des corrections pour pouvoir voir si ça se base sur un point du règlement que vous ne connaissiez pas ou une jurisprudence, le cas échéant, et de pouvoir comprendre pourquoi il y a une différence entre ce que vous avez fait et ce que vous avez reçu. Et si on voit qu'il y a des erreurs, qu'est-ce qu'il y a comme possibilité de faire ? Alors vous avez moyen de contester les corrections effectuées par l'administration fiscale au moyen d'un courrier dans les 30 jours après réception de votre avis de taxation. Donc c'est pour ça que c'est important de garder l'enveloppe aussi avec la date en général du timbre. Et comme on le dit souvent, c'est quand même très important de faire votre contestation par recommandé ou en tout cas courrier A+. Ça c'est... Conseil d'avocate. C'est le conseil d'avocate, mais c'est effectivement toujours mieux de pouvoir justifier un envoi à telle ou telle date. Maintenant, sujet épineux, est-ce qu'il vaut mieux faire soi-même ou déléguer ? Alors, clairement, on va dire qu'on va prêcher pour notre propre paroisse, mais les programmes actuels permettent de remplir assez facilement sa déclaration d'impôt. Malheureusement, je pense qu'il y a quand même plusieurs problèmes qui sont liés au fait de se retrouver quand on n'a pas de base devant un programme tel que Votax, par exemple, et de tout saisir juste. Qu'est-ce que tu penses ? Je pense qu'il y a des situations où les gens peuvent le faire eux-mêmes, sans aucun souci. C'est pour ça d'ailleurs que le programme a été mis en place. C'est pour pouvoir déléguer aux contribuables leur déclaration d'impôt, la saisie de la déclaration d'impôt. Maintenant, certaines situations demandent un peu plus d'analyse. Donc là, c'est mieux effectivement de transmettre à des professionnels. Pour la partie saisie, il n'y a rien de très compliqué. C'est une marche à suivre qui est facile. Il faut juste suivre les chapitres et remplir les éléments. Après, personne n'est à l'abri d'une erreur de saisie ou même d'un oubli. Et c'est pour ça qu'en tant que professionnel, quand vous avez donc déjà la saisie, plus le contrôle de l'avis de taxation, vous dites vous pouvez éviter certains problèmes. Alors, sur le fond, si vous le faites vous-même, vous économisez de l'argent, ça c'est clair, parce que vous ne donnez pas 100, 200, 300 francs à une fiduciaire. Par contre, vous exposez à plusieurs problématiques, peut-être que tu peux les citer. On a déjà parlé du risque d'oubli, l'oubli de contrôle aussi, ou des avis de taxation qui auraient été faits par l'administration et le particulier ne voit pas qu'il y a quelques erreurs ou que les modifications faites par l'administration ne sont pas justifiées. Il y a aussi quelques situations qui ne sont pas possibles de remplir en ligne en fait. Et pour cela, il faut vraiment être avisé. Il y a aussi les interprétations de règlements. Donc des fois, il y a des situations où la personne remplit de toute bonne foi sa déclaration d'impôt en interprétant le règlement d'une certaine façon, parce qu'elle le comprend comme ça. Mais malheureusement, c'est pas l'interprétation cantonale, ni celle de la jurisprudence, et la personne se rend coupable de fraude sans le vouloir. Oui, c'est clair. Ça arrivait aussi à certains contribuables qui avaient plusieurs employeurs, qui ont rempli, donc saisi leurs revenus, puis qui ont oublié au fait quelques heures, quelques horaires, pas pour des gros montants, mais quelques horaires chez un employeur. L'administration fiscale reçoit, en tout cas sur Vaud, une copie des certificats de salaire et voit que ceci n'a pas été complété, un de ces certificats de salaire n'a pas été complété, il majore votre revenu sous forme de pénalité. Donc un petit oubli au fait qui fait monter votre facture finale. Oui, et l'importance de se faire accompagner, c'est aussi dans le cadre des recours, parce que c'est souvent difficile, quand on n'a pas de notion juridique, de rédiger un recours qui tienne la route. Alors je dirais que c'est le point, effectivement, où un professionnel peut se différencier, c'est qu'il a les bases légales ou même de jurisprudence sur lesquelles s'appuyer en cas de recours. Et aussi par rapport au recours, ce qui est important, c'est que le professionnel, il a l'habitude de gérer les agendas. Justement, on avait une anecdote par rapport à ça. Sébastien parlait avec un groupe d'amis de l'importance de faire le contrôle. Il a utilisé comme exemple le fait que souvent on garde la fiche des impôts sur un tas à l'entrée de sa maison, sur un petit meuble, qui a les invités, on ouvre un tiroir, on met le tas d'enveloppes dans le tiroir et on le ferme, et on oublie de l'ouvrir dans les 30 jours. Et quand on parlait de ça, justement, une des personnes dans notre groupe s'est sentie visée parce que c'était une situation qui lui est arrivée et qui lui a fait perdre plus de 2000 francs, sauf erreur. C'est ça. Ouais,
Effectivement, il y a plein d'anecdotes comme ça. On va pas toutes les citer, mais voilà, je pense que chaque personne qui écoutera le podcast sera peut-être susceptible de se sentir concernée sur un ou deux points. Oui, c'est vrai qu'il faudra quand même qu'on mette en avant la question du contrôle de la décision de taxation, parce qu'il faut rappeler que l'administration fiscale, elle n'est pas là pour corriger les erreurs qui seraient en votre défaveur. Je pense qu'on a bien dégrossi le sujet de la fiscalité. Le faire soi-même ou délégué. Le faire soi-même ou délégué. Maintenant, il y a quand même plusieurs sujets qui reviennent quand on parle avec des clients ou des amis. Sujets ou questions. Ou questions fréquentes, effectivement. Donc on a décidé de garder un petit peu de temps dans ce podcast pour les traiter. Première question dont j'aimerais qu'on parle, c'est la question du troisième pilier. On entend beaucoup que faire un troisième pilier, ça permet d'économiser fiscalement. Tu peux nous dire un peu plus ? Oui, alors le troisième pilier permet d'économiser fiscalement. Comment ça fonctionne ? C'est très simple, c'est que le montant des cotisations versées va être soustrait de votre revenu, ce qui va vous faire baisser votre facture finale. Alors je tiens juste à préciser ici, parce que j'ai encore des questions à ce niveau-là, c'est pas parce que vous mettez 2000 francs dans votre troisième pilier que vous allez payer 2000 francs d'impôt de moins. Si vous mettez 2000 francs sur votre troisième pilier, ça va vous faire baisser votre revenu de 2000 francs, et du coup en fonction de la situation, il y aura un certain montant d'impôt en moins. Mais c'est pas le montant que vous mettez qui sera soustrait de votre facture finale. Ça, c'est important de préciser. Après, effectivement, de faire un troisième pilier, c'est bien pour des raisons fiscales, mais il faut aussi que ça ait du sens. On ne peut pas, aujourd'hui, vous vendre un troisième pilier juste pour l'aspect fiscal. Il y a d'autres utilités au troisième pilier. Je ne sais pas si tu as quelque chose à dire par rapport à ça. Alors effectivement, le troisième pilier, c'est aussi toute la sensibilité. C'est une question qui est très vaste, hein. Troisième pilier en assurance, en banque, etc. Mais je pense qu'on va pouvoir plutôt en parler dans un prochain podcast plus en détail. Mais ce qui est important, c'est déjà ce dont on a déjà parlé sur Instagram, c'est le fait de faire un troisième pilier en le finançant via un prêt à la consommation pour faire un troisième pilier et aussi déduire les taux d'intérêt du prêt à la consommation. C'est quelque chose qui ne vaut pas la peine. Si vous tombez sur une société qui vous propose ça, fuyez. Ouais, c'est bien aussi de le préciser. Il faut que la souscription du troisième pilier soit faite en pleine conscience, en sachant pourquoi vous le faites, quels sont vos objectifs. Alors oui, il y a une économie fiscale pour répondre simplement à la question, mais aussi de quelle manière vous le faites. Comme l'a dit Jenna, si aujourd'hui vous orientez vers une société qui vous dit qu'il vous faut un crédit à la consommation pour vous financer les 3 ou 4 premières primes les premières années, en vous vendant que les intérêts sont déductibles, très clairement, le montant des intérêts déductibles, il ne va pas être avantageux au final sur votre déclaration d'impôt par rapport au taux d'intérêt que vous allez payer. Oui, et d'autant plus que on va le rembourser, le prêt. Vous le remboursez, plus oui. Des intérêts que vous devez payer pour l'argent prêté. C'est ça. C'est un mauvais calcul alors. Donc oui, le troisième pilier est déductible fiscalement. Après, faites attention au montage, parce que voilà, il y a certaines sociétés qui sont un peu sans scrupules sur le marché, et on a vu un petit peu de tout passer. Oui, qui vous vendent l'économie fiscale. C'est ça, en fait, c'est de la vente d'économie fiscale. Mais c'est un montage, en fait. Il y a autre chose que j'aimerais préciser par rapport à ça, c'est que si une société vient chez vous en vous disant on vous fait vos impôts et on vous fait économiser 2000 francs, le fait de vous faire la saisie et d'enlever certains postes ou de mettre plus de frais, entre la saisie et la décision de taxation, il peut y avoir 6 à 8 mois, même 9 mois. Donc c'est facile de venir chez quelqu'un qui ne connaît pas forcément, de dire je vais mettre plus de kilomètres ou je vais mettre plus de déductions à un endroit pour faire croire au contribuable au final qu'il va payer moins d'impôts, et grâce à mon passage, je lui fais un troisième pilier encore pour lui faire réduire ses impôts, donc il aura économisé beaucoup d'argent. Et puis la surprise, elle vient dès le moment où la décision de taxation arrive, et où ces frais supplémentaires ne sont pas pris en considération, simplement parce que vous n'y avez pas le droit. Et du coup, vous vous rendez compte que la personne qui est venue chez vous ne vous a pas fait gagner d'argent en modifiant votre déclaration d'impôt, et vous vous retrouvez au fait avec un troisième pilier qui est peut-être une charge à ce moment-là pour vous parce que vous n'avez pas réellement économisé. Oui,
Et là, tu fais la situation où c'est que l'administration fiscale s'en rend compte tout de suite. Mais Oui. il y a eu des situations bien plus dramatiques. D'ailleurs, il y a eu une émission sur la RTS à ce sujet-là, Oui. où c'est que des personnes se faisaient contrôler plusieurs années après, lors d'un contrôle fiscal, Avec le rattrapage. et l'amende fiscale pour fraude qui allait avec. C'est clair. Là, je parle vraiment d'une situation qui est corrigée de suite. Mais si... Si par chance ou malchance, ça passe la première année auprès de l'administration fiscale parce que vous passez entre les mailles du filet, c'est clair. le rattrapage peut être très salé. Oui, c'est... Voilà. Donc, faites attention à ça. Faites attention aussi à qui vous avez affaire, quel type de société, et puis qu'est-ce qu'on vous propose en termes de montage. C'est vrai qu'on est sans cesse sollicité, et encore plus maintenant, par des sociétés externes qui viennent pour essayer de vous dire, voilà, il y a des modifications au niveau du règlement fiscal, il y a des modifications suite au Covid. Alors certes, c'est vrai, il y a eu des modifications suite au Covid, ça dépend des cantons là aussi, mais qui essaient au fait de rentrer chez vous avec des arguments liés au Covid, liés aux réglementations fiscales, pour justement essayer de vous vendre quelque chose. Et c'est ces sociétés auxquelles il faut faire attention. Oui, parce que quand vous donnez votre déclaration fiscale à quelqu'un, vous vous mettez à nu devant lui. Donc là, vous donnez le pouvoir à cette personne de trouver, en fonction de votre situation fiscale, des arguments qui pourraient résonner en vous et vous inciter à signer un troisième pilier, alors que vous n'en avez pas besoin ou peut-être pas de ce montant-là. C'est ça. Et c'est vraiment dans ce quatrième point, je dirais, un des sujets les plus gros auxquels on est confronté, nous, société pilier conseil, sur la majeure partie des demandes ou des cas de troisième pilier. C'était des sollicitations de sociétés externes, des gens qui viennent avec des questions, des gens qui viennent demander des analyses parce qu'ils ont eu affaire à quelqu'un, et au final, ce qui a été fait a pas été correctement expliqué. Je pense qu'on va faire un épisode spécial sur le troisième pilier. On en parlera. On en parlera plus en détail. Si on revient sur un autre point, toujours dans l'épargne retraite, on va parler du deuxième pilier. À quel moment ça peut entrer en ligne de compte par rapport à la fiscalité ? Alors on entend effectivement beaucoup parler du troisième pilier, comme l'intervention qu'on vient de faire, donc qui était assez conséquente sur le troisième pilier. Sachez aussi que le deuxième pilier peut vous faire bénéficier d'une réduction fiscale. Comment ? Simplement par rapport au rachat des années ou au rachat de certains montants de votre caisse de pension qui sont 100% déductibles. Ce que je peux vous conseiller de faire, c'est tout d'abord de regarder l'état de ces montants-là et l'état de disponibilité des rachats sur votre certificat de prévoyance que vous recevez en début d'année, de faire appel à un professionnel pour vous calculer quelle est la meilleure solution en termes de rachat. Parce que si vous le faites en un coup, c'est bien, ça sera bien la première année, mais vous avez possibilité d'échelonner ce rachat sur plusieurs années, ce qui devient plus avantageux fiscalement. Oui, mais c'est pas possible de donner une réponse toute faite parce que ça dépend de votre situation. Ça dépend complètement de la situation. Effectivement. Chaque déclaration d'impôt est unique, chaque situation est unique, chaque situation demande vraiment une certaine expertise et analyse. Ouais. On va revenir sur le point des spécificités Covid dont parlent les entreprises qui font du démarchage par téléphone ou sur Facebook en disant attention, suite au Covid, vos impôts changent. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus ? Alors c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez nouveau, mais l'administration fiscale a dû s'adapter au fait, à cette pandémie, et elle a fait ressentir aussi au niveau de ses réglementations des déclarations d'impôts. Là encore, ça dépend des cantons. Mais c'est vrai que le Covid a amené le télétravail de manière un peu plus intensive. Et sur votre déclaration d'impôt, vous avez la possibilité de déduire des frais professionnels. Les trajets pour aller au boulot, par exemple. Les trajets, les repas. Et certaines administrations fiscales trouvaient pas juste que le contribuable puisse bénéficier de tous les jours ouvrables de déduction alors qu'il était chez lui. Et donc a mis en place certaines restrictions qui doivent être mentionnées dans votre certificat de salaire par votre employeur. Donc dès le moment où vous avez une rubrique télétravail, c'est que vous avez fait du télétravail et que vous n'avez pas droit à la déduction à 100% pour vos frais professionnels. Donc là, pour cette situation, c'était important d'adapter ses acomptes ou de faire attention en fait à ça parce qu'on va devoir rajouter peut-être un montant vu qu'on a eu moins de déductions. Il y a eu des mauvaises surprises déjà pour certaines personnes qui se sont fait taxer. Mais ça, on ne le savait pas, donc c'est quand même délicat
d'adapter, voilà. Ouais. Mais c'est typiquement une situation à laquelle il va falloir prêter attention toute particulière pour l'année 2021, pour la future taxation effectuée en 2022. Adaptez vos acomptes en fonction du Covid, vos jours de télétravail, parce que vous n'allez plus pouvoir déduire, si vous êtes concerné, les 100% des jours ouvrables. Et donc ça va faire augmenter Votre revenu imposable. votre revenu imposable et donc vos impôts. Donc c'est clair que si vous avez du télétravail, adaptez vos acomptes. C'est un conseil qu'on peut vous donner pour éviter d'avoir un supplément à payer. Voilà ce qu'on peut dire un petit peu pour les questions récurrentes, celles qui reviennent de temps en temps. Nous vous invitons, si vous avez d'autres questions, à nous en faire part, par email ou en commentaire. C'est volontiers qu'on y répondra sur la suite d'un podcast ou de manière générale dans un prochain article. Maintenant, ce que je propose qu'on fasse, c'est effectivement, parce que on a quand même un podcast d'une certaine durée, c'est un bref résumé de ce qu'on a parlé, des sujets abordés, pour pouvoir finir et vous laisser disposer du reste de votre temps. Très bien, alors je pense qu'il y a plusieurs points importants dans ce podcast qu'on a soulevé. Premièrement, il est toujours important d'adapter sa situation au fur et à mesure. Donc, c'est-à-dire adapter ses acomptes, et on vous a expliqué comment le faire, et de prévoir à l'avance toute modification fiscale pour ne pas vous retrouver avec des mauvaises surprises en fin d'année. Deuxième point, c'est que procrastiner ne paye pas. Il faut saisir sa déclaration d'impôt dans les temps ou faire les demandes de prolongation dans les temps. Il est important, troisièmement, de toujours contrôler sa déclaration d'impôt pour ne pas laisser passer des erreurs qui pourraient être en votre défaveur. Donc dès le moment où on reçoit la décision de taxation. Dès le moment qu'on reçoit la décision de taxation. Souvent aussi, dans certains cantons, on reçoit un récapitulatif de la taxation qui vous permet déjà de regarder si vous-même vous n'avez pas fait des erreurs de saisie. Si vous avez des doutes sur certains points ou sur vos capacités à saisir tout correctement, faites appel à un professionnel. Car les erreurs, que ce soit de votre part ou les erreurs de l'administration que vous ne verriez pas, peuvent vous coûter très cher. Et finalement, dans le cadre des troisièmes piliers, faites attention aux sociétés qui vous promettent des économies fiscales sur la base de montage bout de bois. On les fuit. Si elles arrivent quand même à entrer chez nous, on ne signe rien et on demande l'avis à un autre professionnel. Donc, j'espère que ce podcast vous aura aidé, vous aura éclairé sur la fiscalité en Suisse, sur les pièges qu'elles peuvent représenter, sur les montages et argumentations de certaines sociétés peu consciencieuses plutôt. Et on se retrouve très vite pour un nouveau numéro. À bientôt. À bientôt.